Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui la deuxième partie de l'émission thématique consacrée au long documentaire From Island to Island, qui évoque la campagne de nettoyage ethnique menée par l'armée japonaise dans la péninsule malaise pendant la Seconde Guerre mondiale, à une période où l'Empire japonais menait son projet d'expansion en Asie du Sud-Est. Si vous avez raté le premier épisode, vous pouvez retrouver le lien dans l'article de cette émission. Ce documentaire, long de près de 5 heures, apporte un éclairage sur cette histoire et présente une série de témoignages de tous horizons, souvent très poignants sur cette période. Lau Ka-kwat, réalisateur malaisien qui vit à Taïwan depuis plus d'une dizaine d'années, s'est aussi intéressé à un sujet bien peu connu, celui de la participation d'hommes taïwanais à ces massacres, puisque Taïwan a été une colonie japonaise jusqu'en 1945, et environ 80 000 hommes taïwanais ont combattu dans les rangs de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour replacer un peu le contexte, ces nettoyages ethniques, appelés Sukchin, qui veut dire purification par la douleur, ont commencé très peu de temps après la prise de Singapour en février 1942 et auraient fait environ 80 000 morts dans la péninsule malaise et à Singapour, même si les chiffres varient selon les sources. Les victimes étaient des personnes d'origine chinoise, parfois des villages entiers, implantés sur place parfois depuis plusieurs générations. Mais dans le contexte de la guerre sino-japonaise, toute personne d'origine chinoise était perçue comme suspecte par l'armée japonaise. Le réalisateur Lau Ka-kwat est né et a grandi en Malaisie dans une famille d'origine chinoise et dans un milieu où ces massacres font partie de la mémoire et de l'imaginaire collectif, mais qui sont mal connus du reste de la population. Il faut savoir que la Malaisie est composée de 3 principaux groupes ethniques. Selon les statistiques officielles du département de l'information de Malaisie, on compte d'abord les Bumiputera, dont une majorité de Malais qui représentent 61,8% de la population, suivi de 21,4% de personnes d'origine chinoise et de 6,4% de personnes d'origine indienne. Et encore aujourd'hui, le pays fait face à son lot de tensions ethniques et religieuses qui se retrouvent d'ailleurs souvent dans les campagnes électorales. Et comme l'a rappelé Lau Ka-kwat, les massacres de personnes d'origine chinoise par l'armée japonaise, qui parfois se sont faits sur fond de collaboration des élites de l'ethnie malaise, ne sont pas vraiment les bienvenus dans la sphère publique, où les initiatives pour parler de cette histoire sont souvent vues comme des tentatives de diviser les groupes ethniques ou d'accabler l'ethnie malaise. Comme l'histoire de l'ethnie chinoise ne faisait pas partie de l'histoire mainstream, beaucoup de citoyens historiens ont essayé de répertorier, de documenter ces faits, ces histoires orales. Mais c'est difficile de vérifier les faits, car beaucoup de gens ne sont plus là pour raconter. Je parle dans le film des personnes d'origine chinoise dans la Malaisie britannique. Je mentionne aussi le fait que des sultans ont été à moitié forcés à collaborer avec les Japonais, qui leur faisait croire que les Malais pourraient obtenir la nationalité japonaise s'ils aidaient le Japon à gagner la guerre et s'ils acceptaient de faire fusionner l'islam et le culte de l'empereur. Ce genre de sujet reste encore tabou aujourd'hui, car le pouvoir malais d'aujourd'hui considérerait qu'en parlant de ça, j'essaie de les provoquer. C'est pour cela que beaucoup de gens en Malaisie, mais pas seulement, ont une compréhension assez floue de l'histoire. Ce genre de situation existe dans beaucoup d'endroits en Asie du Sud-Est et beaucoup de gouvernements choisissent d'oublier, de mettre cette histoire de côté. Or, moins nous connaissons notre histoire, moins nous pouvons faire face au futur, car nous voyons la nature humaine avec trop de naïveté. Mais on peut voir dans ce film beaucoup de conflits intérieurs inhérents à la nature humaine. Le film montre en revanche peu de personnes d'origine indienne qui ont aussi un rôle particulier dans le conflit régional. Le réalisateur explique que c'est parce qu'il est difficile d'interviewer ces vétérans d'origine indienne. Il y a beaucoup de jeunes Indiens de Malaisie qui, à l'époque, ont rejoint l'armée japonaise pour aller envahir le Myanmar, qui faisait partie de l'Inde britannique. C'était l'Indian National Army. J'ai contacté l'ambassade indienne en Malaisie. Mais maintenant, l'Inde de Narendra Modi est très nationaliste et met l'accent sur la coopération passée avec le Japon pour libérer l'Inde de la colonisation britannique. Et j'ai interviewé des Taïwanais qui avaient été enrôlés dans l'armée japonaise et qui se souviennent s'être battus aux côtés d'Indiens qui venaient de Malaisie. Mais ces Indiens de Malaisie sont très réticents à être interviewés
Parce qu'actuellement, en Inde, le gouvernement fait de Subhash Chandra Bose un héros pour occulter Gandhi. Le réalisateur a d'ailleurs confié que pour ces mêmes raisons, le film ne pourrait sans doute pas être projeté dans les salles de cinéma dans son pays d'origine. Il y aura certainement des projections en Malaisie, car même si mon film ne peut pas passer la censure, j'ai développé au cours de ces dernières années des moyens non officiels pour me permettre de le projeter tout de même. Mais ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. En tout cas, je me sens investi d'une rémission envers les personnes que j'ai interviewées pour le film. Lau Kwek-wat explique aussi que cette période de l'histoire est aussi souvent occultée parce qu'il y a beaucoup de collaboration entre l'armée japonaise et les populations locales, et notamment les chefs des villages, et que personne ne veut regarder en face l'éventuelle complicité de ses ancêtres. Mais aussi pour d'autres raisons parfois. C'est le cas des stations dites de réconfort, où des filles et des femmes étaient réduites en esclavage et forcées à avoir des relations sexuelles avec des soldats japonais. Lau Kwek-wat a notamment mentionné le fait que le département des archives de Malaisie évite de mentionner qu'il y avait des musulmanes dans ces stations de réconfort, car cela est considéré comme une chose honteuse. En réalité, les stations de réconfort, comme on les appelle, qui existaient dans la péninsule malaise et à Singapour, n'étaient pas gérées par les Japonais, mais par des locaux. Et de ce rôle joué par les locaux, personne ne veut en parler. Les personnes impliquées étaient beaucoup plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer. Pendant la guerre, les Taïwanais ont été pris au milieu de la guerre. Certains ont vu cela comme une opportunité, d'autres comme un dilemme moral. Si c'était vous, qu'auriez-vous pensé? Comment auriez-vous réagi? Le silence peut être un signe de résistance ou d'acquiescement. Le documentaire est ponctué de ce genre de commentaires prononcés par une voix off qui propose des réflexions aux spectateurs. Mais le réalisateur arrive aussi à prendre un certain recul grâce au contexte historique qui était celui de l'occupation japonaise de la péninsule malaise après des décennies de colonisation britannique. Mais je dois dire, pour rester juste, qu'à l'époque, personne ne pouvait s'imaginer que des Asiatiques pouvaient battre des Blancs. Donc l'Union des jeunes Malais trouvait la situation très encourageante, car ça voulait dire « nous, les Asiatiques, nous ne sommes pas faibles ». Donc il faut replacer les choses dans leur contexte, sinon on risquerait de diaboliser les Malais. On peut saluer le long travail de tournage, d'interview et de recherche historique derrière le film, même si le réalisateur précise bien qu'il n'est pas historien et que son travail n'est pas de révéler la vérité, mais plutôt d'interroger la conscience humaine et d'interroger l'histoire, qui est toujours complexe et à nuancer. Je m'interroge plutôt sur les épreuves auxquelles fait face l'être humain face à certaines situations de l'histoire. Et j'ai intégré ça à mes films. Je veux aussi préciser qu'en Malaisie, beaucoup de personnes d'ethnie chinoise considèrent qu'ils étaient des victimes innocentes et que les Japonais étaient horribles, etc. Mais on peut voir dans le film qu'il y a un chef de village d'origine chinoise qui fait face à un choix terrible. Celui de livrer une quinzaine de femmes pour qu'elles servent d'esclaves sexuels aux soldats japonais ou de laisser son village être massacré. C'est vraiment par hasard que je suis tombé sur cette histoire. C'est en lisant un document qui relatait un témoignage oral. Et j'ai aussi trouvé un autre témoignage. Donc il faut avoir assez de mémoire pour faire le lien entre différentes versions de l'histoire orale. Car un autre homme, son fils, a témoigné et se souvenait que ces femmes y étaient allées de leur plein gré. En tout cas, on est là face à un dilemme moral. Si aujourd'hui on vous propose de livrer une quinzaine de femmes pour pouvoir sauver tout un village entier du massacre, est-ce que vous accepteriez? Est-ce que vous prendriez une meilleure décision? C'est quelque chose que j'ai voulu faire à plusieurs moments du film. Certains passages sont extrêmement difficiles et même insoutenables tant les témoignages des survivants sont poignants de détails atroces. Et on peut, après coup, ressentir en effet le sentiment de révolte du réalisateur face à ces horreurs, dont les récits historiques officiels font aujourd'hui bien peu de cas, que ce soit en Malaisie ou à Taïwan. Lau Kwek-wat reconnaît ainsi qu'il a été particulièrement difficile pour lui de ne pas céder à la colère en travaillant sur le film.
Je dois dire que pendant la préparation du film, j'avais une colère en moi, car j'ai fait mes études à Taïwan. J'ai lu beaucoup de livres taïwanais et j'ai fait de Taïwan une sorte de centre culturel. Et j'ai vécu à Taïwan pendant 13 ans. Mais je me suis rendu compte que tout le monde restait silencieux face à cette histoire. J'ai donc ressenti beaucoup de colère pendant le tournage et le mixage. Mais je savais que si je restais trop dans ma colère, cela se ressentirait dans le film et le public taïwanais aurait encore plus de mal à accepter ce qu'il voit dans le film. Car le but de mon film était de provoquer le dialogue. J'ai trouvé que garder cette distance était, en fin de compte, le plus difficile. À la fin de la projection, une jeune spectatrice malaisienne est intervenue pour dire qu'après avoir vu ce film, elle se rendait compte que l'histoire telle qu'elle lui avait été enseignée dans le système éducatif public en Malaisie était incomplète. Elle a aussi déclaré que le film l'avait aidée à mieux comprendre son pays et certaines choses en lien avec l'histoire de sa famille, et notamment pourquoi sa grand-mère parlait souvent de la période de la Seconde Guerre mondiale à demi-mot. En fait, un des principaux sujets sous-tendus dans le film, c'est l'importance de la recherche historique et le travail de mémoire, avec l'idée que l'histoire n'est pas seulement l'affaire des historiens, mais bien celle de tous. Mais je dois dire quelque chose. La responsabilité de la guerre n'est déjà plus la responsabilité de la génération actuelle de Taïwanais. Mais la mémoire de cette histoire est notre responsabilité. J'invite donc le spectateur à se souvenir des émotions qu'il a ressenties en visionnant le film. La colère, l'impuissance, un sentiment sans nom. Ces sentiments sont ceux de la compréhension que nous avons de cette histoire. Mais il ne faut pas laisser ce sentiment d'impuissance se transformer en position défensive, en refus de connaître le passé. Savoir est notre responsabilité en tant qu'humain. Je crois que chacun peut commencer à en parler à sa famille. Lorsqu'on étudie l'histoire en Europe, on se rend compte que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas l'histoire du passé, mais qu'elle fait partie de l'histoire contemporaine. Car l'impact de la Seconde Guerre mondiale se fait encore ressentir aujourd'hui. Nous devons donc nous renseigner sur cette période, en commençant par nos familles, en demandant à nos grands-mères, nos grands-pères, quelle a été leur expérience de la guerre, comment ils ont survécu. Nous devons briser ce mythe selon lequel le droit de raconter l'histoire n'appartiendrait qu'aux musées, aux historiens et aux réalisateurs. Les histoires nous appartiennent à ceux qui les ont vécues. Il ne faut pas hésiter, comme M. Takashima, à dire « Excusez-moi, j'aimerais entendre votre histoire une fois de plus. » C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.